Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Bénédicte Kanda. Madame, monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre pour le journal dont voici le sommaire. Journée de l'habitat, le Togo prévoit plus de 20 000 logements à l'horizon 2025. L'annonce a été faite hier par le ministère en charge de l'habitat et la société Shelter Afrique au cours d'une conférence de presse. Visite de terrain hier d'une délégation de l'OIF dans la commune Lac 1 à Aného. La délégation est allée constater de visu l'état d'avancement des projets soutenus et financés par l'organisation. Et puis le dossier de cette édition, les Pandora Papers continuent de secouer le monde politique et économique aux quatre coins du monde. Cette nouvelle enquête de journalistes d'investigation révèle l'évasion fiscale de plusieurs chefs d'État et de gouvernement. Les détails dans cette édition. radiolomé.tg. Bienvenue à tous. Le chef de la diplomatie togolaise, Robert Doucet, est depuis ce lundi en visite officielle en Arabie Saoudite, un déplacement placé sous le signe de la coopération bilatérale. Au menu de l'agenda ministériel, des entretiens notamment avec des officiels saoudiens. Lomé et Riyad qui entretiennent d'excellentes relations de coopération, accords, cadres et financement de projets de développement depuis des années, se sont rapprochés davantage au cours des derniers mois. Le Royaume dispose depuis février 2021 d'un nouvel ambassadeur au Togo et le ministre délégué saoudien aux affaires africaines a effectué une visite de travail à Lomé, toujours en début d'année. Célébration de la journée mondiale de l'habitat. Le Togo envisage de construire à l'horizon 2025 au moins 20 000 logements. C'est dans ce cadre que le ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Réforme foncière et la société Shelter Afrique, partenaires de ce programme, ont animé hier à Lomé une conférence de presse. Le point avec Marie-Claire Pagnon. La rencontre a permis de situer les professionnels des médias sur l'évolution, la forme et les méthodes de mise en œuvre du programme de 3 000 logements sociaux que Shelter Afrique s'est engagé à réaliser au Togo. Kofi Tolignano, ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Réforme foncière. Le gouvernement a lancé un vaste programme. Il s'agit de contribuer à l'amélioration du cadre de vie de la population à travers la construction d'au moins 20 000 logements décents et à coût abordable à l'horizon 2025. C'est donc dans ce cadre que le gouvernement a été obligé d'approcher son partenaire, qu'est Shelter Afrique, pour l'accompagner dans la mise en œuvre de ce programme. Le programme des 20 000 logements est logé dans le cadre de partenariat public-privé. Ce qui veut dire que c'est les privés qui sont attendus pour investir dans la construction des 20 000 logements. Le gouvernement devant apporter des facilités et réaliser des voies d'accès aux différents sites. Pour accéder à ces logements, un certain nombre de critères doivent être remplis. Andrew Chifonda, directeur général de Shelter Afrique. Shelter Afrique est comparable à une banque de construction de logements. Et le devoir premier d'une banque, c'est d'accorder des crédits aux citoyens. Et ce n'est pas une condition qui est exclusive à Shelter Afrique. Comme toute banque, quand vous donnez des crédits, il faut qu'on s'assure que ceux qui sont bénéficiaires donnent une garantie par rapport au crédit qu'on leur accorde. Et l'autre condition est de savoir, lorsque les logements seront déjà construits, c'est de savoir comment les bénéficiaires vont maintenant payer et les types de construction qui seront construits seront à la portée des citoyens. Nous voudrons que le Togo soit considéré comme un pays pilote dans l'exécution de ce projet. Il faut noter que le Togo est aujourd'hui membre de Shelter Afrique. C'est à la dernière assemblée qui s'est tenue à Yaoundé au Cameroun que le Togo est élu membre du conseil d'administration. Aujourd'hui, il en est le président du conseil d'investissement. Merci à vous, Marie-Claire Pagnon. Une délégation de l'Organisation internationale de la francophonie, conduite par son nouvel administrateur, Geoffroy Montpetit, était en visite hier dimanche dans la commune Lac 1 à Aného. Objectif, constater l'état d'avancement des projets soutenus et financés par l'OIF. Il s'agit du projet piscicole Le Cimélan et du chantier du Centre de lecture et d'animation culturelle d'Aného. Syria
Jacques Nousouglo, responsable des claques du Togo. Nous avons plus de 400 claques dans 22 pays, dont le Togo. Donc, le Togo a de grandes ambitions pour les claques. Actuellement, nous en avons 12 et à partir de l'année prochaine, le Togo veut en avoir une vingtaine. Sur ce point, dans une semaine, il va y avoir une autre mission spécifique d'évaluation et d'extension du réseau des claques par les spécialistes qui s'y connaissent dans le domaine. Nous sommes très heureux parce que la visite de l'administrateur a précédé la visite de la mission technique qui va permettre au Togo d'augmenter ses claques depuis 20 ans que les claques existent dans ce pays. Le nouvel administrateur de l'OIF, Geoffroy Montpetit, au regard des travaux, a exprimé sa satisfaction. Moi, j'étais très impressionné par le dynamisme de la communauté. J'ai pu avoir une bonne vue d'ensemble de ce que l'Organisation internationale de la francophonie fait ici sur le terrain, qui permet justement d'aider nos jeunes à se réunir autour de la littératie et des livres et des jeux et d'avoir un environnement sain et sécuritaire justement pour apprendre. Et très content de voir l'investissement que l'OIF a fait ici dans ce projet qui semble vraiment prendre son essor. Pour nous à l'OIF, l'autonomisation des femmes et des filles, la participation entière et pleine des femmes à l'économie est une priorité. Le projet Simélan est financé à hauteur de 18 millions de francs CFA par l'OIF. L'Institut de formation fiscale et douanière IFFD de l'OTR a démarré ce lundi sa rentrée académique 2021-2022. Créée pour former des cadres de haut niveau pour les administrations fiscales, cette rentrée qui ouvre les portes à une troisième promotion est marquée par des résultats encourageants enregistrés par des promotions précédentes. Obosu Kwami, directeur de l'Institut de formation fiscale et douanière. Si je prends la promotion précédente, la promotion qui vient de finir, 100% de réussite, avec la plus forte moyenne 17,22, la plus faible moyenne 12,81, soit en moyenne 15,19 comme moyenne générale pour les trois promotions. Il en est de même pour les promotions précédentes également où il n'y a eu qu'un échoué sur 58 auditeurs. Ça veut dire qu'il y a de la qualité qui se fait et nous sommes content de pouvoir maintenir ce cap pour cette promotion également afin que nous puissions avoir un résultat très encourageant de 100% comme l'année dernière. De nouvelles filières, notamment la filière Trésor et celle des techniciens et géomètres, viennent s'ajouter aux trois déjà existantes. Emenimo Elognon, directeur général adjoint du Trésor et de la comptabilité publique. Le Trésor a jugé important d'envoyer des auditeurs dans cet institut parce que nous voudrons, au niveau de la direction générale du Trésor et de la comptabilité publique, former également des cadres très spécialisés. D'autres formations existent, mais il y a une dilution par rapport au métier du Trésor. Aujourd'hui, la direction générale du Trésor et de la comptabilité publique est en train de passer d'une direction de service à une direction de métier. Dans ces conditions, nous avons besoin de former les spécialistes de ces métiers. L'Institut accueille cette année 10 auditeurs de nationalité nigérienne. Et puis 30 meilleurs élèves de l'école primaire publique d'Atiégou ont reçu des sacs d'écoliers, un geste de la mairie commune Golfe 2. Hormis les sacs d'écoliers pour les meilleurs élèves, un dispositif de lavement, des masques, des craies et un drapeau togolais ont été remis à l'établissement. Amaglo Kokou Sename, maire de la commune Golfe 2. Nous sommes venus primer les meilleurs élèves de toutes les classes, du CP1 jusqu'au CM2. Ensuite, on a laissé un lot de cahiers, règles, bics et autres au niveau des enseignants pour venir en aide aux enfants vulnérables qui ont des difficultés parce qu'ils n'ont pas les moyens. Nous sommes venus également encourager les enseignants et les enfants à s'engager davantage pour bien se faire éduquer. Nous avons remis également symboliquement le drapeau togolais au directeur à l'école et au chef quartier. C'est un symbole pour notre union, notre engagement pour notre pays. Piliki François, porte-parole des bénéficiaires, a remercié le maire et ses collaborateurs et promet de meilleurs résultats à la fin de l'année. Je remercie monsieur le maire pour avoir reçu ces cadeaux. Je promets de travailler pour recevoir plus de cadeaux l'année prochaine. Le journal Bénédicte Kanda.
Actualité internationale, grand dossier de cette édition, les Pandora Papers révèlent l'évasion fiscale de plusieurs chefs d'État et de gouvernement. L'enquête baptisée Pandora Papers, à laquelle ont collaboré environ 600 journalistes, s'appuie sur quelques 11,9 millions de documents qui proviennent de 14 sociétés de services financiers et a mis au jour plus de 29 000 sociétés offshore. Des explications avec Léontine Atogima. Selon ces documents, le Premier ministre tchèque a placé 22 millions de dollars dans des sociétés écrans qui ont servi à financer l'achat du Château Bigot, une grande propriété située à Mougins dans le sud de la France. Le président Guillermo Lasso a lui logé des fonds dans 2 trusts dont le siège se trouve aux États-Unis dans le Dakota du Sud. En 2019, Volodymyr Zelensky a été élu après avoir incarné dans la série Serviteur du peuple un président fictif incorruptible luttant contre les oligarques et les forces de l'argent. Mais sur la base des Pandora Papers, les journalistes d'un média d'investigation ukrainien ont prouvé que pendant des années, Zelensky et ses amis du Kvartal 95, sa société de production audiovisuelle, ont caché leur fortune dans une douzaine de sociétés écrans à Chypre, au Belize et aux îles Vierges britanniques. Du côté de la Jordanie, c'est un immense empire immobilier caché par le roi Abdallah II, révèle l'enquête. Pas moins de 14 résidences luxueuses situées au Royaume-Uni et aux États-Unis. La plus récente est une propriété à Malibu avec accès direct sur la plage. Le sujet est hautement sensible et le montage financier s'est fait en secret. Le roi Abdallah II n'est jamais désigné par son nom et il n'existe pas de traces numériques des documents. Le président russe Vladimir Poutine se distingue lui aussi dans cette enquête internationale. Celle-ci rappelle une nouvelle fois que dès son arrivée au pouvoir, le chef du Kremlin s'est empressé d'enrichir ses proches. Le constat a été maintes fois effectué par l'opposant russe Alexei Navalny. Au cours de ces enquêtes, tous ceux qui approchent Vladimir Poutine deviennent instantanément et mystérieusement riches. Les Pandora Papers apportent de nouveaux éléments allant en ce sens en tournant les projecteurs vers plusieurs proches du président. Au Pakistan, le consortium des journalistes sur les offshore révèle que des membres du premier cercle d'Imran Khan, dont des ministres et leurs familles, possèdent des sociétés et des trusts offshore avec des comptes millionnaires de dollars. Le nom de Tony Blair apparaît aussi. Avec son épouse, l'ancien Premier ministre britannique a acquis en 2017 un immeuble de bureau en achetant une société dans les îles Vierges qui était propriétaire des lieux. Également épinglé, l'ex-ministre français Dominique Strauss-Kahn, l'ancien directeur général du Fonds monétaire international FMI, a fait transiter plusieurs millions de dollars d'honoraires de conseil à des entreprises par une société marocaine exempte d'impôts selon les documents de l'enquête. Léontine Atogima, dans la plupart des pays, ces faits ne sont pas susceptibles de poursuite. Mais dans le cas des dirigeants, le consortium international de journalistes d'investigation met en parallèle le discours anticorruption tenu par certains d'entre eux avec leur placement dans les paradis fiscaux. C'est le cas du président kényan. Client 13 173, c'est par ce code que les employés de l'Union bancaire privée, une banque suisse, appelle Uhuru Kenyatta. D'après les documents épluchés par ces journalistes en juillet 2003, un avocat de cet établissement demande à un cabinet d'avocats au Panama Alcogar de créer une fondation dans ce paradis fiscal. La loi panaméenne protège l'identité du fondateur qui reste le secret du cabinet d'avocats qui les représente. En outre, les actifs de ces fondations peuvent être transmis sans impôt sur la succession. Ainsi naît Varis Foundation, dont les bénéficiaires sont Uhuru Kenyatta et sa mère. L'enquête révèle aussi que la famille Kenyatta dispose d'une trentaine de millions de dollars investis dans 2 sociétés écrans domiciliées au Panama et 5 dans les îles Vierges britanniques. Et puis, il y a cet appartement dans le quartier de Westminster à Londres évalué à 1 million de dollars. Contacté par le consortium, Uhuru Kenyatta n'a pas souhaité commenter.
Au total, des liens ont été établis par l'ICIJ entre des actifs offshore et 336 dirigeants et responsables politiques de premier plan qui ont créé près de 1000 sociétés, dont plus des 2 tiers aux îles Vierges britanniques. Depuis l'affaire des Panama Papers, les grandes fortunes et les dirigeants de la planète craignent le consortium international des journalistes d'investigation fondé en 1997 à Washington par le Centre américain pour l'intégrité publique est devenu indépendant en 2017. Cette organisation à but non lucratif enquête sur les paradis fiscaux et l'évasion fiscale, mais aussi sur des affaires sanitaires, sociales ou économiques à grande échelle. Écoutez Radio Lomé et vous avez tout le Togo dans votre maison. Chronique juridique pour terminer. Ce lundi, il est question de la Convention des Nations Unies contre la torture. Quand parle-t-on de torture? Élément de réponse avec vous, Elena Sabi. La Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels définit la torture comme tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales sont infligées aux fins notamment d'obtenir des renseignements ou des aveux, de punir, d'intimider ou de faire pression. Aussi, la majorité des accords internationaux et régionaux relatifs aux droits humains stipulent l'interdiction totale de la torture. Cependant, pour qu'un acte soit qualifié de torture, il faut la présence de certains éléments cumulatifs. Sanvi Ohini, président de la sous-commission prévention de la torture à la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH. Les souffrances physiques, psychologiques aiguës, infligées dans une intention particulière, infligées par un agent de l'État. Si les 3 éléments ne sont pas cumulés, on ne pourra pas de façon rigoureuse parler de torture. À côté de la torture, la Convention des Nations Unies emploie les termes mauvais traitement, traitement inhumain et dégradant. Quelle différence existe-t-il entre la torture et ces autres traitements? Retrouvons Sanvi Ohini Didi. Les autres traitements cruels, inhumains ou dégradants sont beaucoup moins graves que le premier. Cruel, ce qui est très difficile qu'on ne peut pas penser. Par exemple, vous faites manger des herbes à un être humain. Inhumain, c'est tout ce qu'on ne peut pas faire à un homme. Dégradant, c'est tout ce qui avilit l'homme. Le rabaisse, vous atteignez le fond de lui-même. Par exemple, un détenu se laisse fouiller, il est mis tout nu devant un agent de l'administration féminin en tant qu'homme, il sera touché dans son intimité. C'est dégradant. En outre, les auteurs d'actes de torture agissent dans le plus grand secret et dans certains endroits spécifiques. C'est pratiquement tous les endroits où les citoyens sont privés de liberté. Une unité de police ou de gendarmerie. Il peut se passer des choses là-bas. Après cela, la prison étant entendu que c'est un lieu clos, il peut également se passer des choses là-bas. Aujourd'hui aussi, on ajoute les centres de privation de liberté qui ne sont pas très classiques. Par exemple, les hôpitaux psychiatriques. C'est pas des détenus en tant que tels, mais à partir du moment où ils sont retenus là-bas contre leur gré, alors la CNDH est intéressée de regarder comment ça se passe là-bas. Comme on peut le voir, la torture constitue un crime contre la dignité humaine. Son interdiction est donc un droit humain absolu. Madame, Monsieur, voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. La mise en onde a été assurée par Robert Dansou, réalisation Kekeli Abalo et Théo Akponou. Merci à tous pour la collaboration. Excellent après-midi à l'écoute de nos programmes. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg